Donc bonjour à toutes et à tous. Salut Alizé. Bonjour, salut. Est-ce que tout le monde nous entend bien? Déjà, première question, comme tous les matins. Mais je pense que oui. Magnifique, c'est C'est bon, super. super. Bienvenue à toutes et à tous pour le dernier webinaire de la semaine. On a eu encore une super semaine, même si le lundi était férié. Et avant le week-end, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Alizé qui travaille chez Make Sense et on va parler de beaucoup de sujets d'entrepreneuriat social, d'impact investing avec le fonds Make Sense qui a été créé récemment. Avant ça, juste, je vais vous repartager dans le lien du chat une enquête qu'on fait gratuite et anonyme évidemment et qui prend 2 minutes. On a déjà 400 réponses. On aimerait atteindre entre 1000 et 2000 entrepreneurs pour consolider un petit peu l'impact de la crise sanitaire en fonction des secteurs. Nous, on est très fort dans gérer ce genre de data et de faire des rapports. Et après, on aimerait justement le fournir au gouvernement et au pouvoir public pour montrer vraiment l'impact derrière aux côtés des entrepreneurs. Il y a eu beaucoup de sondages sur les fonds, etc. Et il y a tous les secteurs, dont le secteur qui n'en est pas un, mais dont les boîtes qui ont une thématique d'impact. C'est une bonne transition pour te demander, Alizé, de présenter Make Sense, ce que vous faites, pour commencer. Avec plaisir. Merci beaucoup Adrien pour l'invitation et enchanté à tous. Donc moi je m'appelle Alizé, je suis une des cofondatrices de l'organisation Make Sense qu'on a créée il y a une dizaine d'années maintenant. Globalement Make Sense, notre mission, c'est d'inspirer et d'accompagner tous ceux qui ont envie d'agir pour construire une société qui soit durable et inclusive. Donc je pense qu'on est bien dans l'air du temps. Et on fait ça à 3 niveaux. On fait ça en accompagnant tous les citoyens et toutes les personnes, beaucoup les jeunes notamment, qui veulent découvrir comment est-ce qu'ils peuvent avoir un impact sur la société, donc à travers différents parcours d'engagement citoyen. On accompagne les entrepreneurs et les startups qui développent des projets à impact social et environnemental. On y reviendra à travers un incubateur et un fonds d'investissement. Et puis on accompagne aussi les organisations et plus spécifiquement les collaborateurs, les gens à l'intérieur de ces organisations, à faire bouger aussi les lignes de leurs entreprises. Ok, super. Et donc, on a créé le fonds Make Sense Seed One il y a 1 an pour, en plus de l'incubateur, pouvoir financer ces startups-là. Mais du coup, c'est intéressant. On va revenir sur Impact Sidoine, mais c'est le seul fonds, je pense, dans l'histoire de venture en France qui a été créé via une association, enfin après une association, puisque Make Sense est un projet associatif à la base, c'est pas Ouais, une société, donc c'est super intéressant. On va revenir après. Est-ce que déjà tu pourrais nous dire, j'ai une première question, c'est avant même le Covid, avant même la crise, etc. Depuis le début d'année, où est-ce qu'on était à la fois l'entrepreneuriat social en France et l'impact investing? Est-ce que ouais. vous voyez? Alors moi je suis dans ces sujets-là depuis 8-10 ans, comme je le disais. Clairement, il y a une courbe hyper ascendante et une accélération depuis 2010. On est passé, je pense, d'un secteur vraiment un petit secteur entre soi, quelque chose qui devient de plus en plus connu et reconnu. Alors sur l'entrepreneuriat social, je pense que il n'y a pas de chiffre exact sur le nombre d'entreprises sociales, et d'ailleurs en fait il n'y a pas de définition unanime là-dessus, mais on pourra y revenir si c'est des questions. Mais aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a un nombre exponentiel d'entreprises qui se montent pour résoudre et pour répondre à des problématiques sociales et environnementales, et ça s'illustre aussi au vu du nombre de fonds. Donc là, dans les 2-3 dernières années, je pense qu'il y a une dizaine, voire plus, de fonds d'impact investing qui se sont montés, beaucoup étant focalisés sur de fin d'amorçage et capital développement, on va dire, donc qui investissent dans ce qu'on peut appeler des séries A en impact investing. Donc il y a des fonds historiques comme Fitrust, comme Investir et Plus, comme Citizen Capital ou comme Impact Partenaire. Mais voilà, il y a plein de nouveaux entrants aussi qui se montent avec différents profils, des fonds qui lèvent auprès d'institutionnels, des fonds plutôt entrepreneuriaux. Il y a 50 Partners notamment qui a lancé 50 Partners Impact. Et nous, en tant qu'incubateur, depuis 8 ans qu'on accompagne des entrepreneurs, on voyait qu'il y avait quand même un gap de financement au tout démarrage. Là où les startups classiques vont trouver
pas mal de business angels et des premiers fonds vraiment de pré-amorçage ou de capital risque. Sur l'impact, il n'y a pas encore grand-chose. Les business angels commencent à s'y intéresser, donc c'est une bonne nouvelle. Il y a moins de financement accessible en termes d'innovation, parce qu'on bataille beaucoup, mais l'innovation sociale a du mal quand même à se faire reconnaître en tant qu'innovation à part entière. Et donc, c'est notamment pour ça que nous, on a créé le fonds adossé à l'incubateur pour que tout notre savoir-faire dans l'identification et l'accompagnement de projets très prometteurs sur l'impact puisse aussi être mis au service du financement. C'est super intéressant, c'est hyper large ce que tu as dit. C'est vrai que on a la thématique globale, c'est que c'est exponentiel. Comme tu dis, j'ai remis un article qu'on avait publié sur l'impact investing. On a une série d'articles et notamment on montrait la croissance des fonds qui ont levé, qui ont cette thématique. Il y a aussi même des fonds qui sont pas des fonds impact, mais qui soit créent une équipe impact investing ou alors qui prennent en vrai des projets impact, soit même ou des super business angels, c'est le cas de Founders Future, qui intègrent vraiment la thématique impact dans les deals qu'ils font. Ils ne prendraient pas de deal qui n'est pas de thématique vraiment d'impact derrière, quoi. Donc il y a cette trame de fond. On peut rentrer aussi dans le débat de qu'est-ce qu'on met derrière impact, justement, parce que j'ai changé récemment, il y a 2-3 jours, justement, avec un fonds capital risque plutôt sur le digital, qui me citait des exemples de ses participations, qui disaient en fait on fait déjà de l'impact. J'étais pas sûre d'être d'accord sur la définition d'impact, et je pense qu'en fait, ce qu'on voit aussi apparaître, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'un côté l'impact et de l'autre côté le monde classique, mais qu'en fait, c'est plutôt une chaîne de valeur avec différentes nuances. Il y a des projets très, très économie sociale, etc. Il y a des projets très tech, voire qui peuvent être parfois même destructeurs de valeur environnementale ou sociale. Et puis au milieu, il y a les projets qui font les choses bien, il y a les projets qui ont un impact, mais où c'est pas leur mission première. Moi, ce que je vais appeler impact, c'est un entrepreneur qui a mis la résolution d'une problématique sociale ou environnementale au cœur de son objet social, au cœur de son modèle économique, et du coup aussi au cœur de sa gouvernance, etc. Et après, il y a des projets qui ont un impact positif. On va prendre un exemple de vide dressing par exemple ou de Blablacar. Ils ont un impact positif sur la réduction du CO2 ou sur la réduction de la consommation de nouveaux textiles. Je veux pas donner d'exemple ou quoi, mais je pense pas que ce soit l'intentionnalité de départ, et donc c'est des projets pour moi positifs, mais qui relèvent pas forcément de l'impact investing. D'accord. Ouais, c'est un peu bien classifié, comme tu dis. Ouais. Voilà, mais je pense que ce qui est intéressant, c'est vraiment de le voir en termes de chaîne et de nuances, et qu'ensuite, à chaque investisseur de se positionner là-dessus et sans aucun jugement de valeur, de dire chaque investisseur, où est-ce qu'il est sur cette chaîne d'impact. Et depuis longtemps, on dit dans l'impact investing, t'es soit impact first, soit financial first. Et donc, ça veut dire en cas d'arbitrage ou quoi, quel est le premier indicateur que tu vas mettre en avant. Et je pense que plus on est sur cette chaîne, au mieux c'est. Et voilà. Et nous, je pense qu'en tant que early adopter, entre guillemets, de cette industrie, notre objectif, c'est de vraiment rester avec l'impact au cœur pour toujours tirer l'industrie vers toujours plus d'impact. Et justement, inciter ces acteurs à toujours aller plus vers l'impact, quoi. Voilà. Ouais, c'est super intéressant. C'est un peu comme, si on peut faire le rapprochement, c'est sur l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de startups qui mettaient dans leur deck, on fait de l'AI, du machine learning et des buzzwords. Et l'impact peut devenir aussi un buzzword en disant on est une société à impact, alors qu'ils ont une dimension impact dans leur projet où ils ont un impact social, sociétal, environnemental, etc. Mais que c'est pas le but même du projet. Et ce serait bien justement peut-être de communiquer sur cette chaîne de valeur, parce que les fonds, comme tu dis, il y en a intrinsèquement qui vont et puis c'est intéressant d'en parler aussi avec toi. Le business model des fonds, c'est quand même la rentabilité et de revendre des boîtes beaucoup plus cher que au moment où ils ont investi, parce qu'ils ont des investisseurs. Dans la thématique impact, il y a forcément peut-être moins cette volonté de faire des licornes, de faire de l'hypercroissance, etc. Comment se passe l'investissement impact quand on a aussi des investisseurs qui ont investi chez vous dans Make Sense? Quel est le rendement que vous cherchez? Quel est le but que vous cherchez dans un investissement, quoi? Alors, il y a beaucoup. Je pense qu'il faut bien dissocier qu'est-ce qu'on met derrière croissance, qu'est-ce qu'on met derrière licorne et qu'est-ce qu'on met derrière rendement financier. Très
j'entends beaucoup dire dans le champ de l'impact investing que c'est pas parce qu'on fait de l'impact qu'on doit pas faire de rendement. Je suis d'accord. Quand j'entends c'est pas parce qu'on fait de l'impact qu'on doit pas faire autant de rendement, je pense que je suis pas 100% d'accord. En fait, pour moi, tout est une question d'arbitrage et de répartition de la valeur. Et donc, en fait, derrière cette question de répartition de la valeur, nous, nos investisseurs, c'est des investisseurs, qui ont investi chez nous en equity et nous, on investit en equity. Donc, à la fin, chacun veut récupérer sa mise et nous, on a entre 5 et 6% de plus-value promis aux investisseurs. Ce qui est pas aligné avec les taux du marché classique, mais ce qui est ce que eux ils en attendent. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que nous, si vous connaissez un peu comment fonctionne un fonds, l'alignement d'intérêt entre le fonds et ses investisseurs se fait autour du carry d'interest. Et nous, le carry d'interest qu'on peut toucher sur le fonds, il est à moitié indexé sur la performance financière du fonds et à moitié indexé sur la performance en termes d'impact. C'est-à-dire que quand on investit dans des projets, on va identifier des indicateurs, le nombre de déchets, de tonnes de déchets évités, le nombre de personnes réinsérées, le nombre de personnes handicapées accompagnées, etc. On va définir des niveaux d'impact et des indicateurs attendus. Et à la sortie de chaque entreprise, on va regarder est-ce que les entreprises ont atteint ces indicateurs ou pas. Et en fonction de ça, donc tout ça va être pondéré au final dans une note unique. Et nous, la seconde partie de notre carré d'interest sera aussi en fonction de ça. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand nous, on accompagne une entreprise et quand on est au board, on va à la fois regarder sa progression financière pour être sûr qu'à la fin, on pourra éventuellement revendre, qu'ils pourront racheter, etc. et qu'on pourra faire une sortie pour rembourser nos investisseurs. Mais on va aussi s'assurer qu'ils atteignent leur KPI d'impact parce que c'est dans notre intérêt. Bon, entre parenthèses, je pense pas qu'on a fait ça pour notre carry d'interest, mais en tout cas dans une logique d'alignement d'intérêt. Et donc ça, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, tout va être dans l'arbitrage, c'est-à-dire que si on met que l'impact au cœur, peut-être que parfois, en fait, on va se planter parce qu'on n'aura pas assez réfléchi au modèle économique, mais au contraire, on ne réfléchira pas que au modèle économique et on s'assurera que ces indicateurs-là sont suivis. Et donc la logique de nos investisseurs, c'est ça, c'est qu'ils attendent un rendement qui est moindre, mais ils attendent aussi un rendement en termes d'impact. Et après, en fonction de nos investisseurs, c'est pour des raisons différentes, mais donc voilà. Donc après. C'est super intéressant ce critère. J'ai remis juste j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de ça. J'ai remis le glossaire des levées de fonds parce que tu parles de carry d'interest, etc. Pour rappel, le carry d'interest, donc c'est quand vous allez revendre une boîte, c'est un partage de la plus-value entre les investisseurs du fonds et le fonds lui-même. Et généralement, sur les fonds de capital risque, c'est indexé sur la plus-value financière. Exactement. Pour rappel, un fonds d'investissement, quand il investit dans une startup, son objectif, c'est de le revendre un maximum pour pouvoir faire un maximum de plus-value et la répartir entre les investisseurs du fonds et eux. Et là, on est sur un critère non financier. Je crois pas connaître d'autres fonds qui fonctionnent comme ça, que ce soit sur des critères d'impact ou pas. La performance reste quand même principalement de la performance financière ou commerciale et les earn-outs sont généralement calculés sur de la performance de valorisation financière. Et là, c'est super intéressant. Je n'ai jamais vu ça. Est-ce que vous avez déjà des exemples concrets sur un deal que tu pourrais communiquer, que vous avez fait et dans lequel vous objectivez aussi à terme d'avoir un impact financier? Donc nous, parmi nos investisseurs, il y a le Fonds européen d'investissement. Et en fait, ce dispositif est impulsé par le Fonds européen d'investissement. Et donc, tous les fonds impact financés par le FEI ont ce mécanisme-là. Ce que je trouve hyper chouette parce que du coup c'est institutionnalisé et ça démontre vraiment qu'ils font ça aussi pour l'impact. Un exemple, on vient d'investir dans un projet qui s'appelle le Drive tout nu. Donc eux, ils ont lancé un premier magasin en drive dans la banlieue de Toulouse où on peut aller, on peut commander sur internet et aller chercher des produits locaux zéro déchet. Donc c'est tout en consigne dans des bocaux. Il y a 70% des produits qui viennent de moins de 150 km autour du drive. Je pourrais vous envoyer, ils ont fait une vidéo brute avec 12 millions de vues, donc ils répondent vraiment à un besoin actuel. Eux, on a défini des KPI d'impact qui sont
qui maintiennent en fait. Donc on va regarder le taux de produits locaux à moins de 150 km vendus. On va regarder en effet le nombre de déchets, enfin d'emballages évités grâce au système de consigne, et on va regarder le nombre de consommateurs, parce qu'on estime qu'en fait plus ils ont des consommateurs, plus aussi ils contribuent à la sensibilisation globale sur des nouvelles façons de consommer. Et donc on s'est fixé des KPI avec eux là-dessus. Ce qui fait que demain, si par exemple les producteurs locaux s'avèrent être plus chers que d'autres producteurs, en fait, on va pas juste leur dire c'est trop cher, diminuez vos coûts pour augmenter vos marges, allez vous fournir ailleurs. Non, parce que on a aussi défini ce KPI qu'il faut qu'il y ait toujours 70% de produits locaux. Donc, on essaiera avec eux de trouver la meilleure solution qui soit à la fois en termes d'impact et à la fois viable économiquement là-dessus. Okay. Et du coup, ce qui est hyper intéressant aussi là-dessus, c'est que, et ça rebondit sur ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu l'intentionnalité de l'entrepreneur. Parce que si aujourd'hui, par exemple, eux, ils lancent ce projet-là parce qu'en fait, c'est hyper bobo et hyper cool de consommer local, mais que demain, consommer local, ça devient complètement ringard. Si c'est un entrepreneur classique, entre guillemets, qui a fait ça juste pour l'opportunité de marché, jamais il acceptera d'être incentivé à 5 ou 7 ans sur ça, parce qu'il se dira, si le vent change, je veux pouvoir changer. Là, quand les entrepreneurs, ils acceptent ça, on valide le fait que leur intentionnalité, c'est effectivement la consommation locale et que aujourd'hui ou demain, ils garderont cet objectif en tête. Ok, super intéressant. Et bon, n'hésitez pas à poser vos questions à droite. Là, j'en ai une de Wang qui demande justement sur les KPI de mesure. Est-ce qu'elles sont spécifiques à chaque dossier ou est-ce que tu en as des génériques aussi? Et est-ce qu'elles sont décidées en accord avec les fondateurs? C'est vrai que c'est intéressant parce que les performances financières, la croissance, les ventes, etc. et les KPI, généralement, ils sont décidés en board. Mais je pense que vous les faites en accord avec les fondatrices et les fondateurs. Comment ça se passe, ces discussions? Alors, c'est une très, très bonne question parce que au-delà des entrepreneurs, c'est aussi une question de marché de l'impact investing. Autant les KPI financiers, on sait que c'est les mêmes partout. Autant là, justement, c'est un vrai sujet. Donc, aujourd'hui, il y a des grilles d'impact génériques. Mais on est bien d'accord qu'entre un projet qui est sur l'économie circulaire, un projet qui est avec des personnes âgées ou un projet qui est sur la petite enfance, on ne pourra pas utiliser les mêmes critères. Et donc, ce qui est fait aujourd'hui, c'est qu'on se sert de ces bases génériques pour définir et pour choisir, entre guillemets, des critères qui sont ensuite spécifiques au projet. Et donc, ils sont en effet spécifiques à chaque dossier et ils sont décidés en accord avec les fondateurs. Et pour nous, c'est ce que je disais tout à l'heure, les définir avec les fondateurs, ça nous permet aussi de tester quelle est la vraie ambition de l'entrepreneur derrière. Donc, on les met ensemble et ensuite, on les valide avec nos investisseurs qui valident aussi est-ce que c'est des KPI assez ambitieux par rapport au projet pour être sûr que ça nous pousse à aller toujours plus loin. Et après, il y a un vrai sujet qui est sur la collecte de ces indicateurs. Et on réfléchit aussi avec les fondateurs à quel point c'est réaliste d'avoir accès à cet indicateur. Parce que l'idée, c'est de mettre des usines à gaz pour vérifier des choses qui ne sont pas vérifiables. Donc c'est une vraie discussion qu'on a avec les entrepreneurs et qui, pour nous, fait vraiment partie intégrante de la due deal parce que ça peut être aussi, on peut ne pas s'accorder sur des indicateurs et ça peut être deal breaker si en fait, ça peut mettre fin à la discussion si on s'aperçoit qu'on n'est pas aligné sur l'impact recherché, quoi. Ok, c'est hyper intéressant. Ta vidéo a sauté, mais je pense qu'elle va revenir. Ça est arrivé aussi hier, des petits problèmes de connexion de bande passante. Et sur ces critères, c'est que des critères quantifiables? Oui, c'est que des critères quantifiables qui peuvent être très quantitatifs. On peut être sur du déclaratif. Tant de personnes déclarent que grâce au Drive to Nu, ils ont changé durablement leur mode de consommation. Donc ça peut être ça, mais après ça veut dire que si l'entrepreneur accepte de faire ça, il accepte de envoyer un questionnaire tous les X mois à ses clients là-dessus. Ok, c'est super intéressant. Franchement, ça mérite de creuser et j'espère que dans ce moment un peu de tempête, vous aurez l'opportunité de encore plus communiquer sur ça. Moi personnellement, en plus, j'ai vraiment le sentiment, sans vous jeter des fleurs, que vous êtes hyper précurseur sur un certain nombre de choses, déjà sur l'initiative Make Sense en général. Moi j'ai eu la chance de vivre la création de Make Sense à l'ESCP à l'incubateur de la Blue Factory géré par la formidable Maëva. Et c'était un peu lunaire, hein. On était là, waouh, qu'est-ce que c'est que cette initiative hyper entrepreneuriat social avec tout de suite un aspect mondialisation, collaboration, etc., qui était très, très, très fort. Et aujourd'hui, c'est sur l'investissement. Et c'est vrai que le nerf de la guerre des projets reste quand même l'investissement. Donc, l'impact investing va de plus en plus se démocratiser.
toi, que et un des bons côtés de la crise, si on doit en tirer, c'est que c'est une formidable opportunité pour accélérer, pour gagner de l'évangélisation pour vous, pour que les consommateurs consomment mieux, pour que les entreprises mettent plus de budget RSE et pour que les fonds investissent plus dans les projets durables, quoi. Ouais, ouais. Là, j'avoue, je suis un peu dans l'expectative de voir ce qui va se passer. Je pense que la crise peut être cette opportunité-là. Je suis pas encore convaincue que ça va effectivement l'être. Je pense que cette crise-là va démontrer de façon assez criante plein de lacunes du système actuel, le système de santé, mais je pense aussi les systèmes de solidarité locaux sont bien mis à l'épreuve. Je pense que dans les prochains mois, notre système agricole aussi sera pas mal mis à l'épreuve, et j'imagine que dans quelques mois, on va aussi voir les conséquences de la fermeture des usines en Chine pendant plusieurs mois, et je pense qu'on va avoir des ruptures d'approvisionnement sur pas mal aussi de biens de consommation. Après, la question sera, est-ce qu'on sera capable d'en tirer les apprentissages nécessaires et d'avoir le courage de prendre des décisions radicales de relocalisation d'un certain nombre de productions et de retissage de liens de solidarité et de proximité. Je pense que moi, je suis dans une bulle et donc je vois beaucoup de gens qui parlent de ce monde d'après, comment elle reconstruit, etc. Après, ça sera charge aux décideurs et politiques et économiques de prendre des vraies décisions. Et nous, le rôle qu'on se voit en ayant construit depuis 10 ans toutes ces initiatives, c'est j'ai l'intuition que tout ce qu'on a fait, enfin Make Sense et tous ceux qui travaillent sur ces sujets-là, c'est plutôt d'être un laboratoire pour démontrer qu'il y a des solutions possibles, et que si demain les décideurs politiques ou économiques se disent comment on fait pour n'importe quoi, c'est une chaîne de agroalimentaire, se dit comment on fait pour relocaliser, ben en fait, il n'y a que à aller regarder, entre guillemets, chez des entrepreneurs sociaux ou des pionniers qui ont montré que c'est possible, et s'inspirer de ce qu'ils ont fait pour le rendre plus à grande échelle, en fait, et pouvoir que ça puisse refaire naître l'économie de la France. Donc je pense qu'il y a vraiment énormément de choses desquelles s'inspirer sur des entrepreneurs sociaux, et j'espère qu'on aura le courage de le faire. Et peut-être pour finir sur cette question, j'ai le sentiment que pour la première fois, on vit une crise qui touche tout un chacun dans sa vie quotidienne pendant suffisamment longtemps. Et donc, j'espère aussi que ça va toucher, en fait, parce qu'on a besoin que ça touche la sensibilité de tous les Français pour déclencher des vrais changements de comportement durables. Et donc, pour la première fois, c'est pas juste une crise financière qui nous passe un petit peu à côté, ça nous touche vraiment nous-mêmes. Et donc, peut-être que ça sera aussi le déclencheur dont on a besoin pour changer. Et tu ne penses pas qu'il y a quelque chose à faire aussi en termes de continuer à faire de la communication rabâchée? On a eu beaucoup de communication depuis un an, plus d'un an, sur notamment dans le secteur du VC, sur l'inclusion, le fait d'investir plus dans l'entrepreneuriat féminin. L'impact reste est devenu depuis 2019 un des high topics, comme on dit dans le VC. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire de dire, voilà, les fonds devraient signer une charte pour dire on investit dans au moins 20% de nos fonds dans des boîtes à impact avec une autre dynamique d'investissement? Il n'y a pas quelque chose à faire là-dessus? Ah ouais, je pense que tout à fait. Alors, je ne sais pas comment on pourrait imposer ça. Enfin, à chaque fois, c'est toujours la question de qui. Enfin, par quel bout de la chaîne on prend? Est-ce qu'on impose ça aux VC? Est-ce que c'est les VC qui le font d'eux-mêmes parce que leur LPs leur demandent? Est-ce que c'est l'épargnant final qui doit demander ça? Est-ce que c'est le votant qui doit… Voilà, bon, on ne sait pas vraiment. Je pense qu'il faut agir à tous les niveaux. Et après, là, je pense que derrière le mot impact, maintenant, il est temps de passer à… j'imagine si on détermine par exemple des plans, je ne vais pas dire de relance, mais des plans de transformation de l'économie post-crise, il faut concrétiser qu'est-ce qu'on entend par impact. Et c'est très certainement relocalisation de la production, c'est durabilité de la chaîne alimentaire et de la chaîne agricole, et en termes local et en termes des intrants, etc. Donc maintenant, je pense qu'il est temps de passer de impact à qu'est-ce que c'est concrètement de parler en fait de filières et de chaînes de valeur thématiques. Justement pour éviter aussi l'impact washing, et que derrière l'impact, on ait des objectifs hyper quantifiables il faut que 60% de notre consommation alimentaire vienne de France. Enfin, c'est des indicateurs que je dis au hasard, mais voilà. Et c'est que si on arrive comme ça, par filière, qu'on pourra donner des vrais incentives, à mon avis, et surtout traquer dans le temps pour éviter l'impact washing. La différence, j'allais dire, c'est sur l'entrepreneuriat féminin ou les autres thématiques assez fortes qui étaient lancées dans le milieu des VC. Je pense qu'il manque aussi un peu de communication, de rôle modèle, de boîtes
qui sont un peu des représentants. On a eu, tu te parlais de Blablacar, mais on avait les licornes, on avait un peu qui guidaient un petit peu l'écosystème pour dire voilà ce dont sont capables les entrepreneurs. Et sur l'entrepreneuriat social, je trouve que ça manque un peu d'avoir des vrais gros projets sur lesquels les entrepreneurs peuvent s'intégrer, que ce soit des back market, des Phoenix, etc. C'est des boîtes où on voit pas forcément que c'est pas de l'entrepreneuriat social dans le sens, il y a des thématiques impact environnemental, on le voit un petit peu, mais sur les entrepreneurs sociaux, il n'y a pas beaucoup encore, je ne sais pas si c'est moi qui vois pas assez, mais de rôle modèle de grosses boîtes qui peuvent faire parler d'elles sur un autre modèle et un autre paradigme que le simple truc de devenir une licorne, quoi. Ouais, tout à fait. Bon, il commence à y en avoir, mais je pense qu'en effet, ça reste un petit peu parfois confidentiel. Alors parce que après, il y a des entrepreneurs sociaux qui agissent sur des problèmes qui heureusement touchent pas tout le monde. Donc c'est vrai que ceux qui font sur du travail en insertion ou sur des choses sur l'insertion du handicap, etc. On n'est pas au courant, mais en fait, il y a quand même des choses vraiment exceptionnelles qui se font. Ce qui peut être intéressant avec la crise, c'est aussi si on arrive à communiquer sur en fait en quoi tous ces acteurs-là ont permis à la société finalement de tenir en cas de crise. Et aujourd'hui, moi, je suis en contact hyper direct avec, ne serait-ce que la Croix-Rouge ou alors c'est plus des ONG, mais là, par exemple l'entreprise Commerceau qui travaille sur ils récupèrent les invendus alimentaires dans la grande consommation, sur les grandes surfaces pour les redistribuer à des assos. Là, ils ont mis un call center et leur plateforme gratuitement à disposition, et des associations d'un côté et des grandes surfaces de l'autre pour faire le lien, parce que en fait, les invendus il y a beaucoup d'associations et beaucoup de personnes en fait qui vivent des invendus alimentaires, mais aujourd'hui, comme les supermarchés sont pris d'assaut, il y a beaucoup moins d'invendus et il y a beaucoup moins de personnes pour faire la logistique. Donc il y a eu un vrai problème pendant plusieurs jours, énormément de zones où en fait des gens n'avaient pas à manger à cause de ça. Il y a par exemple l'entreprise 1083 qui produit des jeans en France et qui là a fait pivoter une grande partie de sa chaîne de production pour produire des masques. Ça a été parmi les premiers à réagir. Donc, je pense qu'on a aussi, avec la crise, la capacité de montrer c'est des acteurs invisibles, mais en cas de crise, c'est eux qui maintiennent une partie de notre cohésion sociale. Et s'ils sont invisibles la plupart du temps, ça serait bien de les montrer maintenant. Parce que c'est aussi en cas de crise qu'on a besoin de ces solutions, en fait. Ouais, clairement. Il faut communiquer un max dessus et ce serait bien d'en faire une belle communication. Là, ça fait un mois qu'on est en confinement. Ce serait bien d'accélérer. Super. On a juste 2 ou 3 questions avant que j'ai d'autres un petit peu thématiques sur lesquelles je voulais travailler, parler avec toi. Le CARID est-il fonction des performances financières et de l'impact? Est-il le même pour vos LP, donc vos investisseurs? Ouais. Est-ce que ouais. C'est une bonne question. Ça dépend des. Alors, nos LP, c'est FEI, Caisse des dépôts, BNP, un fonds de revitalisation et des business angels. Pour le fonds de revitalisation, le KPI d'impact, c'est l'emploi, et donc ils sont autant incentivés que nous. Pour BNP, je suis pas sûre. Et pour le FEI et la CDC, il n'y a pas de système de carré. Mais oui, c'est une très bonne question et qui dépasse même les LP. C'est-à-dire que le jour où on mettra des critères d'impact et de RSE dans les rémunérations des dirigeants, donc il y a des entreprises qui commencent à le faire, ça changera beaucoup les choses. Ok. Est-ce que depuis la crise, là, vous avez plus de dossiers? Ça se passe comment, votre activité? Déjà, vous, comment vous vous organisez? C'est toujours intéressant de savoir. Parce qu'il y a Make Sense, le Sense Cube aussi qui est fermé. Ouais. Et du coup, l'activité fonds et accompagnement est chamboulée. Comment ça se passe pour vous? Ouais. Alors sur l'activité fonds, je pense qu'on est à peu près comme les autres fonds, c'est-à-dire que, je sais pas d'ailleurs, mais on a continué tous les deals en cours. On venait d'investir dans 4 projets, donc on est aussi allé voir comment eux ils se portaient et les soutenir. Et on met un petit peu en pause là pendant 1 ou 2 mois. On n'a pas plus de dossiers que d'habitude, mais parce que je pense qu'en fait les entrepreneurs savent que c'est pas non plus la meilleure période pour se présenter sous le meilleur jour. Voilà. Après, je pense que ça a ajouté. On a toujours cette réflexion quand on regarde les dossiers de à quel point ils sont system changer et à quel point c'est pas juste une solution pansement, mais ils transforment vraiment le système. Et donc, on essaye au maximum d'aller vers des projets qui transforment le système. Et là, je pense que ça a renforcé ce questionnement quand on voit passer des dossiers, à quel point on se dit que dans une perspective, et je insiste pas de relance, mais de transformation de notre économie après la crise, à quel point eux, ils peuvent être moteurs.
je dis un exemple, on regarde un dossier qui travaille pour installer des data centers à la campagne liés à des usines de méthanisation, donc pour alimenter avec de l'énergie propre les data centers. Bon, bah, aujourd'hui, dans un contexte où je pense que la relocalisation, notamment de nos données, va être cliente et l'accès à de l'énergie propre et du coup moins cher va être aussi importante. On se dit ce dossier-là, c'est vraiment un dossier de transformation de l'économie. Donc, il n'y a aucune raison qu'on arrête de le regarder, même si évidemment, bah, il prend du retard dans son développement, quoi. Donc voilà. Et après, pour le reste de l'activité de Make Sense, on est comme toute organisation à jongler entre un petit peu de chômage partiel et à continuer certaines activités en ligne. Et je pense que comme je le disais, on a vraiment un rôle à jouer pour justement être très présent maintenant et après en sortie de confinement et début de crise pour montrer qu'en fait, il y a des alternatives qui existent et qu'on peut être moteur là-dessus. Ok. Et justement, dans votre activité, vous avez donc la double casquette, entre guillemets, l'association, les initiatives, le Sense Cube et tout le travail de Make Sense. Et puis le fond, si je suis un entrepreneur social aujourd'hui, je cherche des fonds, mais je cherche aussi un accompagnement. Comment je rentre en contact avec vous? C'est quoi le process, quoi? S'il y a un process d'ailleurs. Il y a un process très organisé. On a sur notre site que je pourrais partager, que je peux partager maintenant d'ailleurs, un petit dossier de candidature. L'idée, c'est pas de faire de plancher pendant des heures, mais c'est juste de nous dire quel est le projet et de nous envoyer la présentation que vous avez déjà. Pas besoin de quelque chose de différent. Et ensuite, nous, on a une équipe d'analyse qui va regarder les critères. Et puis ensuite, on s'appelle. Et après, on a un process de due deal qui est assez innovant. Comme on investit dans des projets qui sont très jeunes, on ne va pas passer 40 ans à éplucher les comptes d'il y a 3 ans parce qu'en fait, la plupart des projets n'avaient pas de compte il y a 3 ou 2 ans. Et donc, en fait, on a mis en place un programme d'accélération de 2 ou 3 mois qui nous permet en fait d'accompagner la boîte. On se fixe des objectifs et on voit comment nous ou comment nos mentors ou comment nos partenaires peuvent accompagner l'entreprise pour accélérer sur ces objectifs. Ça peut être des objectifs d'équipe, commerciaux, de conception de produits, etc. Ce qui est à la fois une façon d'apporter de la valeur à l'entrepreneur. Donc, même si à la fin, on n'investit pas, on aura apporté de la valeur et d'apprendre à travailler ensemble. Parce que pour nous, l'essentiel et 50% de la décision, c'est est-ce qu'il y a un fit avec l'entrepreneur? Est-ce qu'on partage les mêmes valeurs, la même vision? Et est-ce qu'on a envie de travailler ensemble? Et donc, ce programme de 2-3 mois nous permet de vraiment valider ça. Et donc là, on a mené une vingtaine d'accompagnements comme ça et c'est hyper instructif des deux côtés d'ailleurs. Et donc, ça nous permet de bien mieux comprendre le dossier et surtout l'équipe. Et tous les dossiers dans lesquels vous avez investi viennent avant d'un format quelconque dans lequel vous avez travaillé avec eux ou pas forcément? Il y en a qui viennent de l'incubateur, d'autres qu'on ne connaît pas et qui postulent. Et justement, notre façon de les connaître, c'est via ce programme-là. D'accord. Ok. Donc, et le format de l'accélération, c'est quoi? Donc ça s'appelle Accelerate. On fait d'abord un petit diagnostic pour bien voir où en est l'entreprise. On définit 3 ou 4 sujets sur lesquels on met des objectifs. Donc ça peut être j'ai démarché 30 entreprises et puis j'ai 6 deals en négociation. J'ai identifié les 3 top profils à recruter. Donc, on a fait une fiche de poste et on les accompagne sur le process de recrutement. Et donc, en fonction de ces objectifs-là, nous, ensuite, on va voir est-ce que nous-mêmes, équipe d'investissement, ou est-ce que dans notre réseau de mentors et d'experts, on peut apporter de l'expertise pour aider sur l'atteinte de ces objectifs-là. D'accord. Et en fait, je pense la vraie caractéristique de Make Sense, c'est qu'on est hyper. Il y en a 2, c'est qu'on est très humain. Donc, en fait, on va être beaucoup dans la relation personnelle et on est les mains dedans, si je dois le dire. C'est-à-dire qu'en fait, on va pas hésiter à passer, même alors qu'on n'a pas encore investi, à passer 2 heures à relire des fiches de poste et un process d'entretien et de recrutement pour aider la personne. Et en fait, c'est à la fois utile pour l'entrepreneur, mais pour nous, ça nous apprend beaucoup, beaucoup sur comment les entrepreneurs travaillent. Et en fait, si on investit, on est parti ensemble pour minimum 5 ans. Donc, autant savoir travailler ensemble, quoi. Ouais, c'est clair. C'est plutôt sain. Est-ce que les entreprises, les entreprises, initiatives, entrepreneurs qui travaillent avec vous? Ah, je t'ai perdu, pardon. T'es mute, voilà. On t'entend plus.
On t'entend plus, Adrien. Ouais, je n'arrive pas non plus à le démuter. Allô, allô. Du coup, je peux peut-être en attendant prendre une question. Alors, pour avoir accès au levée de fonds via Make Sense, est-ce qu'il y a des enveloppes minimum? Nous, on investit des premiers tickets de 100 à 150 000 euros, vraiment en pré-amorçage, donc souvent en co-investissement avec des business angels, sur des levées qui sont entre 300 et 800 000. 1 million, c'est la grosse barre haute. Donc, on est sur des pré-série A. Et après, on a la capacité de réinvestir, en effet, sur les séries A. Et donc, l'idée, c'est qu'on réinvestisse des tickets de 300, 400 000 euros sur une seconde levée de fonds potentiellement. Et donc, du coup, Guy, pour répondre à ta question, le niveau de maturité des projets, c'est pré-amorçage. Donc, ça veut dire, il y a déjà eu des tests et des expérimentations et une preuve que le produit ou le service intéresse et que l'équipe est capable de délivrer. Mais on n'attend pas du tout d'avoir... c'est entre 0 et 500 000 euros de chiffre d'affaires, mais c'est souvent plus proche de 100 ou 150 000 euros. Donc voilà, et nous, on investit notamment pour voilà, faciliter cette commercialisation et atteindre les KPI que vont atteindre les investisseurs en série A. Faut pas forcément avoir été incubé du tout. Et donc, c'est ce que je disais, c'est que si vous n'avez pas été incubé, on mettra Make Sense Accelerate. Donc voilà, Ludovic, pour ton projet, avec plaisir pour en entendre parler. S'il est né d'un hackathon, je pense que ça sera peut-être un petit peu jeune, mais pour ça, on a les programmes d'incubation en amont. Super, merci d'avoir meublé, Alizé, je pense qu'il y a un petit bug de connexion. Est-ce que, ma question, c'était de savoir s'il y a des entrepreneurs qui pâtissaient vraiment de la crise que vous accompagnez ou que vous avez financée, et comment vous les aidez dans cette période? Alors, dans les projets qu'on a accompagnés, la chance qu'on a et qu'ils ont eu, c'est qu'on venait d'investir. Donc, en fait, ils n'avaient pas encore procédé à tous les gros recrutements ou les investissements. Donc, heureusement pour eux, le cash qu'on venait d'investir va les aider à passer un peu cette étape-là. Après, il y a différents cas de figure. On a investi dans un projet qui est, par exemple, sur l'agriculture, qui crée des engrais à base d'urine humaine. Et donc, eux, je pense qu'ils ils vont pas avoir de problème, quoi. C'est-à-dire que l'agriculture fonctionne encore et en plus, ils apportent une solution écologique à moindre coût. On a d'autres projets qui travaillent, par exemple, sur la consigne dans la restauration collective. Bon, là, effectivement, les restaurants collectifs sont fermés, donc c'est compliqué. Donc, nous, on les aide à bien rationaliser tous leurs coûts, à mettre en place du chômage partiel si c'est nécessaire et à travailler sur les sujets de fond. Comme ils sont tout jeunes, ils ont quand même pas mal de choses à structurer. Donc, voilà, à profiter de ces moments-là pour travailler sur tous les sujets sur lesquels il faut qu'ils travaillent et à être prêts au moment de la relance parce que même si l'économie est un peu à l'arrêt, il y a quand même encore beaucoup de gens qui sont disponibles pour échanger et qui prendront des décisions plus tard. Donc voilà. Mais globalement, on n'a pas de gros red flag là dans le portefeuille, mais parce que c'est des projets jeunes qui n'ont pas un cash burn énorme et donc voilà. Et après, on travaille en parallèle sur un plan avec le gouvernement d'investissement pour sauver les entreprises qui en auraient besoin pendant cette période un peu compliquée. Ouais, de faire peut-être des dispositifs spécifiques, c'est ça? Exactement, des dispositifs spécifiques, notamment beaucoup d'entreprises qui travaillent sur l'insertion, où en fait ils ont beaucoup de personnes en insertion. Si demain ils les lâchent, c'est une catastrophe sociale. En fait, si toutes ces entreprises meurent, on se rend pas compte, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, elles sont invisibles, mais elles tiennent quand même une partie de l'emploi. Et c'est pas des gens facilement réemployables, donc c'est très urgent d'investir dans ces entreprises, et c'est surtout le bon choix à faire par l'État, parce qu'en fait, s'il n'investit pas aujourd'hui dans ces entreprises, demain, c'est des dizaines de milliers de chômeurs qui débarquent et qui seront difficilement réemployables. Donc, c'est de la destruction de valeur sur le long terme si on ne réagit pas vite. Oui, clairement. Est-ce que vous, dans les entreprises que vous allez accompagner, déjà, c'est quoi les prochaines étapes de Make Sense là, ce qui était prévu avant la crise et après, Ouais. et notamment sur l'activité du fonds, c'est quoi
au prochain projet, quoi, entre guillemets. Ouais. Alors, sur le fond, nous, on va continuer d'investir. Comme je disais, on travaille sur ce projet aussi, donc de plan de transformation. Donc, pour l'instant, c'est vraiment à l'état embryonnaire, mais on aura potentiellement un rôle aussi à jouer sur plus largement que le fond, sur accompagner les entreprises face à la crise. Et après, plus globalement, sur Make Sense, je pourrais vous partager, on a eu un article là dans Le Monde ce matin. Enfin, on voit que la crise est aussi un révélateur des envies d'engagement et de solidarité des Français. Donc, on a monté un programme qui s'appelle Réaction, qui permet à des volontaires un peu partout en France de mener des actions très concrètes de solidarité et qu'on accompagne. Et en fait, j'espère aussi qu'on arrive à un tournant où, en fait, s'engager à côté de chez soi ou s'engager pour une société un peu différente va devenir la norme, entre guillemets. Et je pense qu'on a on a des belles opportunités à saisir aussi pour que nos communautés de personnes qui s'engagent se déploient beaucoup plus rapidement parce qu'on aura une envie de beaucoup plus de personnes. Je pourrais te répondre à tes questions après en perso si tu veux sur ton projet. Super. Et Wang pose la question de savoir si, bon, c'est encore un peu tôt pour savoir parce que le fonds est très jeune. Pour rappel, c'était l'année dernière de closing, je crois. Bon, vous avez déjà fait pas mal de boulot puisque quatre investissements. Mais du coup, la question de Wang pour savoir s'il y a des fonds qui ont suivi après sur des tours de table suivants est peut-être un peu tôt pour vous, quoi. Ouais. Donc oui, non, c'est trop tôt parce qu'on vient d'investir. Par contre, on a fait des co-investissements avec des fonds. Donc je voyais quelqu'un qui mentionnait Investirait Plus. Non, on a co-investi avec des fonds soit français, type Colam Impact, avec qui on a investi d'autres, avec France Active, soit des fonds, même un fonds suisse qui s'appelle Cadia. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a co-investi donc soit avec des fonds Impact, soit avec des fonds très tech. Donc là, on a investi avec un fonds qui s'appelle Founders, par exemple, soit avec des business angels. Et donc, on voit que du coup, il y a différents tours de table possibles et que souvent, Make Sense, sur des projets qui sont assez tech, ils tiennent à avoir Make Sense dans leur tour de table, même si parfois, en fait, ils ont trop d'investisseurs, parce qu'on est vraiment cette garantie qu'il y aura au board des gens pour défendre l'impact. Et donc, avoir un fonds tech et un fonds d'impact, ça leur permet aussi, eux, de s'assurer que en fait, leur vision d'impact sera garantie dans le board. Ok, d'accord. Comment on fait pour te contacter si je pense que dans les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, il y a des gens qui voudraient vous contacter. Comment on rentre en contact avec Make Sense alors avec Make Sense, avec moi, je peux vous donner mon mail avec plaisir. Et puis c'est peut-être le plus simple. Il y a 41 personnes, ça va, je vais pas mourir sous les mails. Et après, en fonction de si vous voulez me contacter, précisez-moi c'est pour quel sujet, et puis je pourrais soit moi vous répondre, soit vous mettre en relation avec la bonne personne. Et après, il y a si vous allez sur Facebook et que vous tapez Make Sense, vous avez la page Facebook où il y a toutes nos nouvelles. Et puis du coup, il y a une newsletter aussi pour être au courant de toutes les actions et de tous les événements. Eh ben, écoute, c'est trop bien. Pour les autres questions, n'hésitez pas à contacter. Super sympa d'avoir laissé ton mail. Un mot de la fin, peut-être sur toi, ce qui t'importe, qu'est-ce qui ferait un bon entrepreneur dans la tempête ou une bonne entrepreneur dans la tempête? Qu'est-ce qu'il faudrait, à quoi il faut penser pour le monde d'après, puisque c'est vraiment thématique. Ouais. Moi, je pense la première chose, c'est de se demander en quoi son projet peut vraiment avoir un impact positif sur le système. Je pense qu'on est la phase de on fait des projets pansements entre guillemets ou sympa et peut-être dépassé. Enfin, en tout cas, moi j'ai à cœur que maintenant on ait des projets qui aient des vraies ambitions de changement systémique. Et donc voilà, de se poser cette question, qu'est-ce qui dans le système aujourd'hui dysfonctionne et comment je vais agir à la cause du problème. Avec l'ambition qu'il faut pour faire ça. Et après, il faut se lancer sur des sujets sur lesquels vraiment on y croit avec les tripes, parce que être entrepreneur, c'est compliqué. Je pense qu'être entrepreneur avec des ambitions de transformation aussi qui sont parfois un peu contre-courant par rapport aux grandes dominantes, c'est encore plus dur et il faut beaucoup de résilience aussi pour le faire. Donc, ne le faites que si vraiment vous y croyez à fond. Et voilà. Et après, n'hésitez pas aussi, il y a beaucoup de jeunes entreprises sociales qui cherchent des talents pour se professionnaliser et grandir. Et c'est aussi une super façon d'avoir un impact. Eh ben, écoute, je pense que c'est entendu. C'est le moment, plus que jamais, pour avancer sur ces thématiques-là. Merci, Alizée. Merci beaucoup à toutes et à tous. Super sympa de t'avoir ce matin. Vraiment bravo. Et puis bon courage à tout le monde. Merci. Et bon week-end, puisqu'on va rentrer le week-end.
Super, merci, à bientôt. Salut Alizé, bonne journée à tout le monde.